9h34 sur France Info. Dans un instant, c'est l'interview politique. Et nous recevons Philippe Juvin, député LR des Hauts-de-Seine, rapporteur général du budget. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Marine Le Pen, on vient de le voir, aura son procès en appel qui va s'ouvrir mardi. Est-ce que c'est déterminant pour l'ensemble de la classe politique pour la prochaine présidentielle? Est-ce que vous allez regarder ça avec quand même beaucoup d'attention? Tout le monde va évidemment regarder ça. Le Rassemblement national est le premier groupe à l'Assemblée nationale en termes de nombre de députés. Et donc, il est évident que ce procès aura des effets politiques. Mais ça aura des conséquences si elle est empêchée de concourir, notamment pour les Républicains? Par définition, quand tu as un candidat qui se prépare, c'est son cas à la présidence, à la candidature à la présidence de la République depuis des années, ne peut pas se présenter, oui, ça a des conséquences. Mais je ne suis pas Madame Irma, je verrai comme vous et je regarderai l'actualité et au fur et à mesure, on en tirera des conséquences. Ouais, et c'est grave pour la démocratie qu'une candidate comme Marine Le Pen, qui incarne le RN depuis son père, finalement, ne puisse pas être candidate. Ça pose un problème? Non, la démocratie, c'est un ensemble de pouvoirs, dont l'autorité judiciaire. Donc, on est dans un strict cadre démocratique et républicain, ce procès. Il y a un ou deux éléments quand même qui... Enfin, c'est un procès très complexe, quand vous regardez les infractions qui sont reprochées aux intéressés. Moi, je m'interroge toujours sur une des infractions. On reproche en particulier à Marine Le Pen ou ses co-accusés, j'avoue que je ne sais pas très bien, ou probablement à tous, d'avoir, entre guillemets, utilisé leurs assistants parlementaires à faire de la politique, entre guillemets. Et vous voyez, c'est une question quasiment de fond. Moi, j'ai toujours plaidé pour que les parlementaires, qu'ils soient députés européens à l'Assemblée nationale ou au Sénat, puissent effectivement, grâce à leurs assistants parlementaires, entre guillemets, faire de la politique. J'ai du mal à voir la différence entre le travail purement parlementaire, je fabrique la loi, et le travail politique qui consiste simplement de façon militante à faire connaître les positions que l'on a sur la loi que l'on souhaite modifier. Donc, je crois que ce procès sera aussi intéressant sur le fond, sur peut-être une mise à plat de ce que on peut reprocher ou pas à un homme ou une femme politique. Ce qui est jugé pour détournement de fonds, et notamment de fonds européens. Oui. On va parler des médecins. Vous êtes médecin aussi, même si vous êtes à l'hôpital, vous n'êtes pas médecin libéral, mais on le voit, les médecins convergent vers Bruxelles. Et hier, une grande manifestation a réuni 20 000 médecins à Paris. Vous comprenez leur colère? Je comprends tout à fait leur colère. Les médecins sont des gens très courageux. Vous avez voté le budget de la sécurité sociale? Oui, mais... Parce que c'est ça, en fait, le problème. Non, c'est beaucoup plus complexe et c'est plus profond. Les médecins, ce sont des gens très courageux qui travaillent beaucoup. Voilà, vous travaillez plusieurs dizaines d'heures par semaine, dont le métier, n'est pas tout à fait le même. Je parlais avec un collègue libéral chirurgien. Quand vous entrez au bloc opératoire le matin à 8 heures, que vous en sortez 5-6 heures plus tard, plein de sueur, ça a été dur, plein de sang du patient, plein de merde du patient, plein d'urine du patient, que le patient a fait un arrêt du cœur pendant une fois ou deux, que vous l'avez récupéré, vous ne sortez pas indemne, vous voyez, de ces quelques heures de travail. Je veux dire par là que les médecins ont un travail qui n'est pas un travail de toute tranquillité. Ce sont des gens courageux qui travaillent. Et on a l'impression que l'administration, dans sa recherche permanente de vouloir normer toutes les activités humaines, méconnaît cela et traite très mal les médecins. Quand j'entends un certain nombre de responsables administratifs ou politiques du pays parler de médecins qui sont des rentiers, moi je comprends la colère de mes confrères. Donc comment on en sort de cette affaire? On en sort d'abord en leur faisant confiance. Il faut les recevoir. La régulation des arrêts maladie, on est contre. Vous l'avez voté dans le budget de la sécurité sociale? Ils font référence à une disposition qui pourrait arriver dans le projet de loi sur la fraude, vous savez, qui va arriver dans quelques semaines, qui va réguler de manière très très dure les arrêts maladie, considérant que les médecins participent à la fraude sociale. Qu'il y ait une question de fraude sociale, c'est évident. Qu'il y ait une explosion des dépenses de santé liées à ce qu'on appelle les indemnités journalières, c'est un vrai problème. Ce que je conteste, c'est la mise en cause des médecins dans ce qu'ils sont dans leur activité. Mais s'il y a de la fraude, c'est qu'il y a des arrêts maladie de complaisance? Non? Alors peut-être, oui, peut-être. Mais faire des médecins des délinquants et faire des médecins à la fois des délinquants
et des rentiers, puisque ça a été dit, il y a des gens qui ont dit que les médecins sont des rentiers de l'assurance maladie. Je trouve que c'est les humilier et ne pas reconnaître le travail très difficile qu'ils font. Donc, comment on fait pour sortir de cette affaire qui est très complexe, je pense qu'il faut d'abord les recevoir, il faut les écouter. Mais c'est ce qu'elle a proposé, la ministre de la Santé, Stéphanie Rix, ils ont refusé. Non, ils doivent se mettre autour de la table. Je ne vais pas faire l'arbitre des élégances entre la ministre et les médecins, mais ça fait maintenant plusieurs mois qu'ils alertent en disant « là, nous allons avoir un problème », que je pense le temps a passé, ils n'ont pas été reçus comme il aurait fallu les recevoir. Je pense qu'il faut évidemment remettre à plat le système de santé qui dysfonctionne. On pourrait être mieux soigné en France aujourd'hui, voilà, je le dis comme ça, malgré des professionnels qui se donnent beaucoup. Il faut prendre le temps de les écouter. Ils sont part de la solution. Les médecins, ce n'est pas le problème, c'est la solution. Il faut les écouter et je pense qu'on peut s'en sortir. Il y a un vrai problème, si vous voulez, de traitement psychologique des médecins. C'est un peu comme les agriculteurs. On a une population d'un côté qui soigne, une population qui nourrit les Français. Et ils ont l'impression d'être maltraités, et ils le sont parfois, par l'accumulation des... Preuve de plus de mansuétude avec les agriculteurs qu'avec les médecins, vous trouvez ? Non, je trouve les médecins et les agriculteurs sont deux populations importantes à la bonne vie de la nation et les deux populations ont des raisons de se sentir humiliées. Et en particulier par un poids de normes absolument délirant qui ne fait que contrôler leur activité, les suspectant en permanence de vouloir, pour les médecins, être des rentiers, pour les agriculteurs, de polluer la planète, voyez. Et donc, il est normal que ces deux populations disent « stop, j'en peux plus ». D'ailleurs, je vais vous dire, tous les matins, je me réveille en me disant « par quel miracle on n'a pas eu la révolution dans ce pays ?» Parce qu'on a un pays qui a toutes les chances d'y arriver et qui systématiquement voit les populations qui essayent de tirer ce pays vers le haut se faire abîmer par une hyper-administration suspicieuse. La colère des agriculteurs, elle vient en partie du vote négatif du Mercosur, ou en tout cas de l'adoption du Mercosur. Est-ce que c'est une erreur d'avoir voté non ? Non, mais elle vient de bien plus loin. Le Mercosur n'est pas en vigueur par définition, puisqu'il n'est pas encore ratifié. Et pourtant, on n'a pas réussi à l'empêcher, il devrait quand même entrer en vigueur. Et pourtant, l'agriculture française ne va pas bien. Donc on voit bien que la question, ce n'est pas que le Mercosur. La question, c'est à la fois une question européenne, une PAC qui ne garantit pas suffisamment les revenus des agriculteurs. C'est une question française, avec un pays français qui accumule les contraintes sur la vie des agriculteurs alors qu'ils ont un métier eux aussi très difficile. Moi, je les compare, les médecins et les agriculteurs. Je trouve qu'il y a vraiment deux éléments en termes de vie quotidienne tout à fait comparables. Et puis, il y a une question internationale, et là, on vient sur le Mercosur. Je pense qu'il faudrait qu'on ait une idée très simple en tête, c'est qu'il faut évidemment commercer avec le monde entier, ça va de soi. Et d'ailleurs, dans le Mercosur, il y a des filières qui vont y gagner. La filière de lait va y gagner. Non, en revanche, ce qui est inacceptable, c'est qu'on accepte, à travers des traités internationaux, de faire entrer sur le territoire français des produits qui ont été traités avec des normes qui ne sont pas les normes françaises. On impose aux agriculteurs français des obligations très dures, et ces obligations, on ne les impose pas aux produits qui sont apportés. Donc la vraie question, ce n'est pas le commerce international. C'est la France alors ? Non, c'est le commerce international. C'est le commerce international loyal. C'est-à-dire que les règles sont les mêmes. Ça ne pose pas de problème à l'Italie, ça ne pose pas de problème à l'Angleterre. Mais pour une raison, à l'Allemagne. Pour une autre raison, c'est que ces pays que vous venez de citer, dans le Mercosur, ils trouvent des intérêts que nous n'avons pas, en particulier des intérêts industriels. C'est-à-dire que le Mercosur, pour que les gens comprennent, c'est un traité de libre-échange qui traite à la fois d'affaires agricoles et d'affaires industrielles. Mais l'Allemagne et l'Italie, vous avez cité ces deux pays, sont des pays qui ont une industrie très prospère, ce qui n'est plus le cas de la France. Et donc, entre guillemets, se rattrape sur l'industrie. Et nous, notre question principale, c'est l'agriculture. Vous vous rendez compte que nous étions la deuxième agriculture du monde, exportatrice après les États-Unis il y a quelques années. Nous ne sommes plus que la sixième. Pourquoi ? Parce que tous les jours, on fait de la misère à nos agriculteurs, comme on l'a fait aux médecins libéraux, en les empêchant de travailler et en les suspectant de tous les maux. Donc c'est cette question, l'humiliation permanente des médecins, l'humiliation permanente des agriculteurs. Faisons confiance aux médecins et faisons confiance aux agriculteurs et arrêtons de les ensevelir sous des normes les plus importantes encore tous les jours.
On va parler budget avec vous, rapporteur général. Le Premier ministre dit qu'il ne souhaite ni dissolution ni censure, mais il a demandé au ministre de l'Intérieur d'envisager d'éventuelles élections législatives le jour des municipales. C'est une sorte de coup de bluff, c'est une sorte de pression, de menace à l'égard des socialistes pour avoir un accord de non-censure. Écoutez, je l'ignore. Pour être très franc, ce que je sais, c'est peut-être deux choses principales. D'abord, il faut évidemment que nous ayons un budget. On ne peut pas durer comme ça. Alors, on nous dit l'Espagne n'a pas de budget. Bah ouais, d'accord. Enfin, la France, c'est pas l'Espagne. Nous avons d'autres ambitions, la France, que l'Espagne, en particulier, de peser sur les affaires du monde. Et deuxièmement, ce budget, ça doit être un budget qui comprenne une chose très simple, c'est que l'objectif principal, c'est de diminuer l'endettement du pays. En 2029, entendez-moi bien, en 2029, si on ne bouge pas, si on continue les petites affaires dans notre petit coin comme ça, le remboursement des intérêts de la dette, les intérêts simplement, chaque année, sera supérieur à tous les autres budgets de tous les autres ministères. Donc c'est tout simplement impossible puisque ça nous prive de marge de manœuvre. On envoie de l'argent payer les intérêts de la dette, c'est-à-dire on paye les retraites des fonds de pension américains au lieu de payer nos services publics. Il y a un compromis sur les 5%, puisque c'est ça l'objectif à tenir, de déficit public. Il y a un accord, on pourrait dire, entre socialistes, LR, macronistes sur ces 5%. Non, il n'y a pas d'accord pour une raison assez simple, et je vais vous la résumer. Je suis le rapporteur général du budget, j'ai mis sur la table une copie qui arrive à moins de 5%, mais pour faire cette copie, il faut accepter de baisser, tenez-vous bien, de 2% en moyenne, les dépenses de l'État. Voilà, les gens disent... Un rabot de 2,5%. Ouais, c'est ça. Il faut arriver à peu près 2% pour baisser les dépenses de l'État. Vous avez dit 9 milliards en moins, 6 milliards de rabot et puis 2 milliards 9 de recettes supplémentaires. Oui, et puis un peu plus que 6 milliards d'euros, mais peu importe. Dans les chiffres, l'idée, c'est de faire 70% de l'effort sur la baisse de la dépense. Moi, je crois qu'en fait, nous sommes déjà champions du monde des impôts. Pour équilibrer un budget, soit vous augmentez les impôts, soit vous baissez les dépenses. Bien sûr, ça c'est facile à comprendre. Moi, je trouve qu'on a des impôts qui sont trop élevés, donc je veux plutôt jouer sur la baisse de la dépense. Et donc, j'ai fait cette proposition. Il y a des amendements signés de votre serviteur. Sauf qu'à la fois, recettes et dépenses ont été rejetés en commission. Donc ça veut dire que ça ne fait pas consensus. Mais la commission, c'est pas là où c'est le budget. C'est dans l'hémicycle et ça commence mardi. Donc vous avez bon espoir qu'on puisse trouver un compromis? Je ne sais pas. À partir de mardi. La difficulté, c'est que moi, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Il faut baisser la dépense publique. Il faut arrêter de dire aux Français de faire des efforts. Il faut que l'État fasse des efforts. Mais c'est vrai que les socialistes, en même temps, nous disent, nous, on veut 7 ou 8, enfin ça dépend des jours, milliards de dépenses supplémentaires. Moi, j'en veux 7 ou 8 en moins de dépenses. Les socialistes en veulent 7 ou 8 en plus. Donc, est-ce qu'on peut couper la poire en deux? Mais non, mais si on coupe la poire en deux, c'est au détriment de qui? C'est au détriment de la France. Donc il y a 3 possibilités techniques maintenant pour avoir un budget. Soit on va au vote, mais je ne vois pas où est la majorité, puisque moi je vous dis, je veux 7 milliards de dépenses en moins, les socialistes veulent 7 milliards de dépenses en plus. Donc comment faire? Donc le vote, vous n'y croyez pas? Le vote, je ne vois pas comment on y arrive. Donc après 49.3, c'est-à-dire que le gouvernement met un texte en disant, bah voilà, c'est mon budget, vous votez la censure si vous voulez. Pour des raisons techniques qu'on pourrait expliquer, mais nous n'avons pas le temps, il ne faut pas un 49.3, mais il faut 3 votes 49.3, donc 3 fois la chance que le truc déraille. Et si ça déraille et que le vote est négatif, nous n'avons pas du tout de budget. C'est-à-dire que ça s'arrête. La discussion budgétaire, stop. Et le budget, il n'y en a plus. Donc il faut tout recommencer à zéro. Parce que censure et parce que c'est-à-dire que si, le texte tombe. En fait, comme nous travaillons actuellement sur le texte du Sénat, c'est le seul texte qui existe. Si l'Assemblée nationale ne vote pas ce texte, il n'y a plus de texte. Donc il faut repartir à zéro, c'est-à-dire des mois de discussion. Et ça, je pense que c'est pas bon du tout pour le pays. Donc 49.3 risqué aussi. Donc je le trouve peu efficace, en tout cas risqué. Et les ordonnances. Troisième hypothèse, les ordonnances. Là au moins, les ordonnances, qu'est-ce qui se passe? Le gouvernement arrive, il a écrit un texte, il a dit voilà, c'est mon budget, et ça s'appelle le projet de loi de finances initiale. C'est le budget de la France. Au revoir, merci. Vous, c'est votre solution privilégiée? Je trouve qu'au moins, avec ça, vous garantissez que la France est un budget. C'est pas le budget que j'aurais voulu, parce qu'il y a des choses que je ne veux pas dedans, mais on pourra les modifier par la suite. C'est pas la première fois qu'on modifiera des bêtises qu'on aura votées. Avec un budget rectificatif, par exemple. Exactement, voilà. Mais au moins, on a un budget et c'est fini. Alors, c'est vrai, le risque... Mais le risque, c'est quand même la censure. Oui, mais... Pardon. Et la dissolution derrière, puisque... D'accord, ouais. Alors, Sébastien Lecornu a d'abord, prévenu. la dissolution, on verra. C'est vrai, il y a un risque de censure pour le gouvernement, mais moi, je connais Lecornu, c'est un type très bien. Il a toujours mis la France avant ses intérêts personnels. Premier point. Et deuxième point, au moins avec les ordonnances, vous avez un budget, vous n'avez peut-être pas de gouvernement, mais avec le 49.3, vous n'avez peut-être ni budget,
ni gouvernement. Donc à choisir, je pense qu'il faut donner un budget à la France avec, je le répète, une baisse de la dépense publique. Voilà, on connaît votre option maintenant, Merci. Philippe Juvin. Les ordonnances pour doter la France d'un budget. Merci à vous d'avoir été notre invité, député Les Républicains des Hauts-de-Seine, rapporteur général du budget, 9h49 sur France Info. Tout de suite, les informés. Restez avec nous.